Bien, je voulais être sûre que ce soit mentionné pendant la journée. Je n'aurais pas dû douter de Carole et de tout le beau travail qu'il fait, mais en même temps, je me suis dit... donc voilà, c'est Soleil Launière qui m'a donné la permission d'utiliser sa photo pour justement faire un petit rappel sur la reconnaissance territoriale. Voilà. Ça, c'est une photo de Joséphine Bacon, qui a écrit un poème dans son premier recueil de poèmes. Un mot te ressemble, deux mots te parlent. Tu es silence. Muette, tu as tant à dire. Je t'écoute. Tu racontes. Le tambour, mon cœur s'inquiète. Parlons-nous. Il y a une tension dans ce court poème de Joséphine Bacon qui illustre et traduit l'esprit de ma présentation. Écouter et être écouté, parler ou être confiné au silence, muette, tu as tant à dire. Ce silence évoqué dans le poème fait écho pour moi à un ensemble de processus de colonisation qui s'enchevêtrent au sein de la société à travers des institutions, des politiques, et puis qui ont eu des incidences pour bien des femmes autochtones en particulier. On y parle d'inquiétude dans ce poème, de violence, peut-être à mots couverts. L'invitation à changer est lancée, mais est-elle entendue? Beaucoup acceptent et participent à l'échange, développent des collaborations d'égal à égal, comme le mentionne Tayaki Alfred. Mais il y a tant à faire encore, comme dans les exemples que je vous présente aujourd'hui. Le silence évoqué dans le poème peut tuer, sous forme symbolique, dans le corps. La parole prend sa force dans le corps, à travers le ventre, les poumons, et puis elle est expulsée par la bouche. La parole peut aussi être écrite, agencée en signes sur l'écran. S'il est possible d'apprendre par cœur le poème, on peut aussi apprendre par corps le silence. Il y a plus de 150 ans, comme l'a rappelé Isabelle, par l'instauration de la loi sur les Indiens, on allait retirer le droit de parole des femmes autochtones au sein de leur village, de leur communauté et tant d'autres aspects. Aujourd'hui, ça a changé, mais l'oppression est maintenue d'autres manières plus subtiles. Leanne Simpson a écrit « The attack on our bodies, minds and spirits, and the intimate trauma this encodes is how dispossession is maintained. » Une dépossession qui a toujours lieu, d'abord de nos corps, puis socialement. Et comme vous le savez, la loi sur les Indiens est toujours en place. Et c'est ce dont je veux vous parler d'abord. Cette loi est encore discriminatoire et elle est raciste. Malgré les modifications de 1951, 85, 2011, 2017, ordonnées par le gouvernement canadien, par la Cour à la suite de pressions politiques. La loi sur les Indiens est encore un outil de discrimination et elle entraîne des débats encore aujourd'hui dans les collectivités qui causent beaucoup de traumatisme et de querelles. Et je crois qu'il faut à tout prix d'éviter de le taire. Ne pas le dire revient, à mon avis, à cautionner la violence du silence imposé aux femmes et aux familles dans le passé. Michel Foucault tente de rendre visibles les mécanismes de pouvoir répressif qui sont exercés de manière dissimulée. Tayaki Alfred, d'ailleurs, le cite et ajoute que le pouvoir au sein d'un État s'articule non pas comme abus, mais comme un effet de continuation de relations de domination qui est fondamentale, une relation de force perpétuelle. C'est pourquoi il y a des mesures de décolonisation qui sont mises en place au sein des institutions, comme le demandent les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation au Canada. Au Québec, nous sommes tous invités à réfléchir à ces processus dynamiques de décolonisation. C'est dans cet esprit qu'il faut s'assurer, selon moi, que ces mesures soient mises en place pour que plus jamais les voix des femmes autochtones ne soient tues. La répression des voix des femmes autochtones n'est pas acceptable et les mécanismes institutionnels qui y mettent un frein me semblent problématiques dans un contexte d'un colloque de chercheurs. Le refus de la Bibliothèque nationale du Québec de mentionner dans nos appels de conférence que la loi sur les Indiens est raciste est, selon moi, un frein à nos réflexions et à notre émancipation. En mon sens, cela renforce un processus de dépossession et le maintien des oppressions symboliques, comme le soulèvent Foucault, Alfred, Coulthard, Simpson et tant d'autres. Les groupes de scientifiques, les institutions de savoir sont de nouveaux territoires d'expression pour les Autochtones. Nous commençons à peine à les habiter, notamment au Québec, où il y a encore peu d'étudiants autochtones dans les universités francophones.
Heureusement, ça tend à changer avec la création de colloques qui offrent l'occasion aux jeunes chercheurs d'obtenir une tribune avec des activités étudiantes plus dynamiques, mises de l'avant avec des chercheurs non autochtones qui s'engagent à assurer leur réussite. Il est question de coopération d'égal à égal. Par conséquent, s'il y a des chercheurs puis des Autochtones qui souhaitent souligner le caractère raciste de la loi sur les Indiens dans le cadre d'un colloque au sein d'une institution de savoir comme la bibliothèque, cette demande ne devrait pas leur être refusée. C'est encore une prescription au silence. Je voulais, dans ma présentation aujourd'hui, comme vous avez vu dans la description, vous parler également de décolonisation au sein des institutions de savoir, notamment les universités. Puis tout à coup, il est arrivé un événement la semaine dernière, puis mon texte a comme pris une autre direction. Puis je l'ai laissé faire, je me suis dit, allons-y. J'ai été inspirée, en fait, par l'idée d'apprendre par le corps. Parce qu'on apprend beaucoup par le corps. J'ai été aux premières loges du débat. Je vais aborder les derniers développements dans l'affaire de la pièce de théâtre Kanata du dramaturge québécois Robert Lepage. Comme plusieurs l'ont soulevé, de plus en plus d'Autochtones s'impliquent sur la place publique et participent à un mouvement d'affirmation, particulièrement porté par des femmes autochtones. Le mouvement Idle No More a connu une effervescence, notamment avec l'émergence des médias sociaux. Le mouvement de dénonciation de la pièce de théâtre Kanata n'est pas porté par Idle No More, mais il n'en demeure pas moins qu'il a été inspiré une fois de plus par un groupe de femmes autochtones qui ont choisi de dénoncer le processus de création artistique de M. Lepage et Ex Machina et le Théâtre du Soleil dans la création de la pièce. Je m'y suis impliquée. Tapil. Excusez. Et le silence fut. Bon, en tout cas, il faut brancher l'ordinateur parce qu'il y a une autre diapo après. Voilà. Donc, comme le note Foucault, mon ami, le rôle du chercheur est de se lier aux personnes qui sont concernées par le sujet qui l'intéresse. Ici, je pense aux questions de représentation des Autochtones dans les arts au Québec, mais particulièrement des femmes. À l'été 2018, plusieurs femmes m'ont demandé d'écrire une première lettre au devoir. Il faut comprendre que les 4 femmes porteuses du projet, je m'inclus ici, savaient au départ que la pièce Kanata allait être présentée à Paris, à la Cartoucherie, une institution théâtrale ayant une grande notoriété. Nous savions qu'elle allait être présentée au Québec et aux États-Unis, mais nous ne savions pas le contenu, sinon que c'était l'histoire de la colonisation et de la rencontre. Nous n'étions pas surprises d'apprendre qu'au final, il n'y avait pas d'Autochtones impliqués dans le processus comme tel, ni dans le processus créatif, ni pour mettre les mains à la pâte. Nous avons donc échangé via les médias sociaux, Messenger plus exactement, pour préparer une lettre rapidement et puis prévoir une action concertée avec l'idée de décoloniser, de concilier ou réconcilier de façon dynamique. La vitesse de la messagerie, en fait, nous a permis de rassembler 4 belles têtes de femmes autochtones. Il y avait Maya Cousineau-Mollen, Alexandra Lorange Atikamekw, et puis il y avait également Cindy Wild, Anishinaabe. Mais on s'est posé la question, ça veut dire quoi décolonial? Ça veut dire quoi concrètement décoloniser? On peut décoloniser, nous, nos propres institutions au sein desquelles on gravite, on peut décoloniser nos conseils de bande, on peut décoloniser notre manière de faire. Nous, allant en forêt, comme l'a rappelé Isabelle, etc., on peut décoloniser aussi à travers une œuvre. Mais ça veut dire quoi quand on rentre en contact avec d'autres artistes? On demandait ici à un grand théâtre, à un grand du théâtre, de décoloniser son processus créatif. C'était motivé par nos sentiments, nos impressions, nos corps, nos connaissances. L'artiste, écrivaine et intellectuelle de l'Okanagan, Jeannette Armstrong, a écrit dans les années 90, « Vous, écrivains de la culture dominante, avez la liberté d'imagination. Vous ne cessez de nous le rappeler. Imaginez ce que cela coûte sur le plan psychologique de consentir au contrôle culturel imposé avec la loi sur les Indiens et le pensionnat. Imaginez
de consentir à ce contrôle culturel, d'essayer de parler, de s'habiller, de manger, de prier comme ses oppresseurs, pour la simple raison que l'on ressent le besoin d'être traité avec humanité. C'était dans les années 90 dans l'Ouest canadien. C'est la traduction française qui vient d'être rendue disponible en 2018. Dans ce que nous avons fait, nous savions que les actes de résurgence devaient être internes. Nous savons que ça implique des changements internes au premier peuple, mais ça doit aussi se faire avec les autres citoyens canadiens. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, la commission vient, du côté de Val-d'Or, était en cours en 2018. Il y avait 2 d'entre nous qui ont travaillé à ces commissions d'enquête. Nous l'avions entendu de la part des femmes autochtones de l'Ouest canadien, de la part des femmes du Yukon, de la part des femmes du nord du Québec, de la part des femmes d'ici. No story on us without us. Mais comment aborder ce genre de demande en art? Est-ce que c'est envisageable? C'est quoi la liberté artistique? C'est quoi la liberté de discussion qu'il peut avoir? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on a écrit cette lettre au journal. On a approché une vingtaine d'acteurs sociaux pour appuyer notre démarche. Et puis, la lettre soulevait des questions, mais voulait être vraiment respectueuse, s'inscrivait dans l'appel à l'action de la CRV. Le collectif de signataires autochtones et alliés ont soulevé des questions. Est-ce qu'on tente d'établir une collaboration sur scène autour du processus de création? Est-ce que la pièce répond dans une certaine mesure aux appels de la CVR? Comme l'a rappelé Mary Wilson, qui était commissaire à la CVR en conférence en 2016 à Montréal, cette commission a été développée pour éviter la plus grande poursuite criminelle contre le gouvernement canadien. Elle a dit « Ces recommandations ne sont pas des options, ce sont des devoirs pour les gouvernements et les citoyens à long terme. » Qu'en est-il des artistes? Si en sciences humaines, il y a des protocoles et des codes d'éthique qui sont nécessaires, qui sont développés par les chercheurs, ce n'est pas le cas dans le milieu des arts. Par exemple, au théâtre. Certains protagonistes sur la place publique ont attribué un discours sur l'appropriation culturelle au collectif, alors que ce ne fut jamais le cas. La réflexion était à même puiser la CVR et notre expérience avec les femmes de l'Ouest, qui, en fait, se donnent même pas la permission de nommer Robert Picton. C'est encore extrêmement chaud et extrêmement troublant pour elle. Monsieur Lepage, au final, n'a pas reçu de fonds du Conseil canadien en arts parce que, finalement, le Conseil des arts du Canada n'a pas pu établir que le projet était fait en collaboration avec des Autochtones. Donc, ça ne répondait pas à l'appel 83 de la CRV. Mais je pense que, en fait, quand on a amorcé notre démarche, on s'attendait peut-être à un peu plus de ce grand homme de théâtre, un tournant éthique peut-être, une plus grande conscience parce qu'il avait travaillé avec des Autochtones auparavant, une plus grande implication, un peu plus d'engagement vis-à-vis des premiers peuples, puisqu'il collaborait dans le passé, du moins à Wendake. Il n'a pas complètement fait la sourde oreille, Mme Mouchkine non plus. J'ai participé à la rencontre de juillet en 2018 avec M. Lepage, Mme Mouchkine, M. Nadeau, puis des acteurs sociaux, puis des artistes autochtones. En aucun temps, le collectif n'a demandé l'arrêt de la pièce. En aucun temps, il n'a été question d'appropriation culturelle ou de racisme. Le collectif a dénoncé le manque d'éthique de la démarche et un tant soit peu de coopération des Autochtones, particulièrement des femmes autochtones qui sont en processus de réappropriation culturelle et de guérison et en réappropriation artistique, parce qu'elles sont doublement touchées par la discrimination. Ça a été un fait demandé par Margot Kane, une artiste autochtone de l'Ouest, bien au début du processus de création de M. Lepage, Mme Mouchkine et les artistes. J'ai fait un petit Rebecca Bellemare to Leonard Cohen. Donc, c'est une œuvre que je me suis permis avec laquelle je me suis permis de jouer un peu. Je sais, pour graviter dans le milieu des arts autochtones au Québec depuis quelques années, que beaucoup d'artistes autochtones et de signataires ont ressenti la violence des débats publics qui ont suivi la rencontre. Nous avons été témoins de double discours de la part de Mme Mouchkine et de M. Lepage, en privé et dans les discours médiatiques, ce n'était pas la même chose. Je ne ferai pas une analyse des discours médiatiques aujourd'hui. J'ai répertorié plus de 1300 articles en français publiés sur le sujet entre 2018 et 2019 dans la banque de données Eureka.
Il faut dire que la communauté artistique montréalaise et beaucoup d'Autochtones intéressés par les arts et leur représentation ont fait face à tout un débat souvent très violent, verbalement et symboliquement, notamment dans les réseaux sociaux. Si les artistes non autochtones qui se disaient alliés et respectueux ont eu le sentiment d'être musés et se demandaient ce qui était possible de créer, beaucoup d'Autochtones impliqués ont dit être blessés profondément dans leur désir d'amorcer un processus de décolonisation, un dialogue visant une certaine collaboration. Ils se sont heurtés à un mur d'incompréhension, publiquement. Parce que, entre les grands désirs de changement et de réconciliation à laquelle les citoyens sont conviés, quand vient le temps de la négociation, concrètement, et de la conciliation, bien, il y a certains qui craignent de perdre une certaine liberté, notamment la liberté artistique, pour laisser place un peu à la liberté des Autochtones de participer au milieu des arts ici au pays. Il y a eu peu de conciliation. Je ne reviendrai pas sur le documentaire qui vient d'être présenté par Mme Choquette, Hélène Choquette. Je l'ai vu au complet. Il s'agit de, plus ou moins, si vous n'avez pas écouté les médias, de la présentation de la démarche de la troupe qui se rend dans l'Ouest canadien pour rencontrer quelques Autochtones qu'on nomme à peine et expliquer que tout a été réalisé dans le respect. Il y a une seule personne rencontrée qui donne son aval au projet. Au début du documentaire, puis on ne la nomme pas non plus, c'est CJ, c'est une femme intervenante dans l'Ouest canadien qui a eu vraiment une dure vie et qui, elle, s'est sauvée de la ferme de Robert Picton. Elle a réussi à survivre et elle s'en est sortie. Maintenant, elle offre de l'aide. Quand je dis qu'il y a des tensions là-bas qui sont énormes et les femmes n'ont pas donné en groupe leur accord pour que ces histoires-là soient racontées. Nous le savions, puis on portait en quelque sorte leur voix comme messagère. Dernière gifle pour les signataires, je pense que c'est le prix reçu la semaine dernière par M. Lepage. J'espérais peut-être arriver à me dire que la décolonisation allait se faire chez nous, chez moi, pour moi, puis avec les personnes qui étaient prêtes à collaborer. Mais là, tout à coup, j'ai entendu des choses et j'en entends encore parce que je participe à certains événements avec le FTA, entre autres. Dernière gifle, c'est le prix reçu la semaine dernière par M. Lepage. On a nommé M. Lepage Artiste pour la paix 2019. Cette année, un an presque jour pour jour après nos tentatives de décolonisation d'un discours du théâtre, des arts, pour quelques membres autochtones de la coalition, ça a été perçu comme un acte de violence. C'est un fait dûment noté par Marc Cassivi dans la presse, qui qualifiait le geste de camouflet. En ce sens, comprenez que je n'ai pas fait une étude exhaustive. Ça ressemble davantage à un petit exercice micro-sociologique. J'ai sondé auprès de notre réseau de signataires. J'ai parlé à quelques femmes, des hommes aussi. Au final, le malaise était très grand chez les personnes impliquées. Et quoique l'homme public, M. Lepage, ait fait un mea culpa et a mentionné dans son allocution lors de la réception d'honneur et de la remise de ce prix devoir concilier ses projets artistiques concernant les Autochtones avec eux, il a dit « Et la conciliation, ça appartient finalement à des gens comme moi qui ont les moyens, qui ont les ressources, qui ont la notoriété et l'oreille du public. J'ai appris cette année que c'était à moi de faire les premiers pas. » Ce qui est décevant, c'est que, quoique le mea culpa est fait, c'est que M. Lepage a une grande compagnie de théâtre, il aurait pu faire beaucoup mieux, et au nom de mes sœurs de l'Ouest, j'entendais leurs demandes et il n'a pas respecté du tout qu'est-ce qu'elles demandaient. Alors, pris de la paix en main, il aura été celui, d'après moi, après peut-être M. Trudeau, qui a confronté le plus les premiers peuples au Québec en 2018. Et bien que M. Lepage et les artistes impliqués dans la pièce Kanata se sont vus comme des alliés, il me semble juste de me demander à qui revient la définition du rôle d'allié des cultures autochtones dans le contexte colonial au Canada. Un pays qui commence à peine à dénoncer un certain féminicide envers les femmes autochtones. Que voudrait dire une conciliation en art? Comment la réconciliation doit être envisagée et qui doit déterminer de ce que ce sera? Dans le cas de Kanata, il n'y a eu ni résurgence culturelle, ni résurgence politique, comme le mentionne Liane Simpson, qui décrit ces deux mouvements. La souveraineté du territoire imaginaire de Lepage et la liberté artistique des artistes du Théâtre du Soleil étaient menacées.
c'est une grande partie de la communauté artistique et médiatique au Québec qui s'est révoltée et a offert ce prix à M. Lepage. Finalement, M. André Michel, et je termine avec ça, président national de l'organisme Les Artistes pour la paix, un Québécois d'origine française qui tient la maison amérindienne à Saint-Hilaire, il a dit, M. Michel, « Nous sommes dans le positivisme et non dans le chiolage inutile qui n'apporte rien. » C'est vraiment l'ironie. Encore, on demande au groupe de signataires, principalement des femmes, de se taire. J'ai choisi aujourd'hui de ne pas accepter ces actes symboliques violents à l'égard de mes réflexions comme jeune chercheuse et de nos échanges entre signataires et tous les Autochtones qui ont été impliqués dans le projet et les femmes autochtones de l'Ouest. Je n'accepte pas la censure, comme ma mère avant moi, qui a défendu les droits de reconnaissance de sa famille Abénaquis Innu. Et puis en terminant, comme le notait l'artiste écrivain Wendat Louis-Carl Picard, parce qu'on a du soutien de nos hommes, je crois que nous avons été témoins d'une forme de privilège d'un groupe en situation de pouvoir au Québec, des artistes et certains journalistes et chroniqueurs qui dialogueront avec les premiers peuples selon leurs conditions à eux, selon leurs valeurs qu'ils croient universelles. Voilà, donc la discussion est ouverte, j'imagine, et puis je suis heureuse, en fait, de participer au projet et de voir qu'il y a d'autres chercheurs aussi qui s'intéressent à ces questions-là. Et puis, on peut le faire dans un environnement sécuritaire où il n'y a pas de censure ici. Tchinach Komikno.